Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Deux attaques simultanées en ciblé mardi 17 septembre, une école de gendarmerie, une base militaire située au sein de l'aéroport de Bamako. Ces attaques ont été revendiquées par JNIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Pour en parler, nous sommes en direct avec Sédik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Bonjour Sédik Abba et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, au lendemain de ces deux attaques contre Bamako, son école de gendarmerie et sa base militaire, le ratissage de la zone se poursuit selon l'armée malienne. Retour sur ces attaques qui ont eu lieu à une date symbolique. Alors, les attaques ont été perpétrées effectivement au moment où on célèbre exactement la création de l'Alliance des États du Sahel qui a été formée en 2023, en septembre 2023, par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le choix de cette date pour perpétrer ces attaques au cœur de Bamako n'est pas innocent. Il vise à avoir le plus large écho médiatique, la plus grande visibilité et à montrer que malgré les coups qui ont été portés au groupe terroriste ces derniers mois ou ces dernières années, ils sont encore actifs, ils ont une capacité de résilience et ils sont même capables de porter le feu au cœur de la capitale malienne à deux endroits stratégiques que sont l'école de gendarmerie et la zone aéroportière que vous avez évoquée. Donc, on peut dire qu'avec cette double attaque, est-ce que le champ d'action du JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, ne se limite plus au nord du Mali? C'est exact, on peut le dire. Vous savez, il y a deux grandes enseignes terroristes au Sahel, l'État islamique au Grand Sahara et le JNIM, qui est en français le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. De ces deux grandes enseignes, le JNIM est le plus actif. Il a la plus grande capacité d'occupation territoriale puisqu'il est présent au nord du Mali, au centre du Mali et plus sur la zone des trois frontières communes entre le Niger, le Burkina et le Mali. Et là, avec cette opération, il montre qu'aucune partie de territoire ne peut lui échapper, qu'il est capable de projeter son action sur l'ensemble du territoire malien. On sait que avant cette attaque, il y a eu l'attaque aussi de Koulikoro, il y a eu l'attaque de Kati, qui est une des casernes les plus fortifiées du Mali. Et puis, il y a une volonté d'élargissement des actions du groupe vers la région de Kaï, qui n'est pas loin du Sénégal. Là, quand on regarde un peu, quand on fait la cartographie des différentes régions qui sont attaquées par le groupe, le JNIM, on a l'impression qu'il a la capacité de se déployer sur l'ensemble du territoire et de porter son action, y compris dans la capitale, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la capitale est attaquée par des groupes terroristes. Mais il faut aussi dire, puisque le risque zéro n'existe pas, que d'autres capitales, y compris des capitales occidentales, ont été attaquées parce que les groupes terroristes procèdent avec des complicités locales, avec des cellules dormantes qui les aident à accomplir ce type d'action. Entre janvier et juin 2024, les ONG évaluent à 3000 le nombre total de victimes civiles dans les trois pays de l'Alliance du Sahel. Comment expliquez-vous la recrudescence des attaques des groupes armés dans ces trois pays? Oui, il y a plusieurs facteurs qui semblent, comme vous l'avez dit, parmi les victimes qui ont été recensées, il y a environ aujourd'hui 75 à 80% des victimes civiles. Parce que depuis la fin 2019, le début 2020, les groupes civils ont changé de paradigme. Ils attaquent maintenant beaucoup de villages, ils attaquent des civils. Et il y a Barsalgo au Burkina Faso qui a eu 200 morts il n'y a pas longtemps. La recrudescence s'explique à la fois par la concurrence qu'il y a entre les groupes terroristes et la persistance de la situation en Libye, d'où viennent les armes souvent et les combattants, et
aussi les efforts qui ont été faits par les forces de défense et de sécurité qui font que les groupes n'ont plus de sanctuaire, ils n'ont plus de base arrière où ils se cachent parce que, comme vous savez, depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, il y a une volonté de construire une réponse transnationale, une réponse commune aux trois États et le groupe font une sorte de course contre la montre, vont faire le maximum avant que le rapport de force ne s'inverse et que les forces armées des différents pays ne prennent le dessus sur eux. Selon vous, le Mali, le Niger et le Burkina peinent toujours à coordonner efficacement leur politique civile et militaire de lutte contre les groupes armés? Il y a une volonté depuis la création de l'Alliance des États du Sahel en 2023 et qui est devenue en juillet 2024 la Confédération des États du Sahel. Il y a une volonté de construire une architecture de défense et de sécurité commune qui amène maintenant les armées à agir ensemble. Elles ont organisé en mai 2024 à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, des manœuvres militaires conjointes aux trois pays auxquelles ont été associés le Tchad et le Togo. Et aujourd'hui, il y a des officiers de liaison de chacun des pays dans les trois pays et ça permet de commencer à amorcer une réponse commune avec des unités qui combattent de part et d'autre des territoires qui empêchent la mobilité. Parce que le défi pour ces pays, c'est que les frontières sont très poreuses, les groupes peuvent se mouvoir et à partir du moment où les pays travaillent ensemble déjà, ils mutualisent le renseignement, ils mutualisent les moyens, il y a un début de résultats qui ont commencé, mais il faut accélérer. Il faut aller plus en avant, avoir des unités communes, avoir des unités entre les deux pays, c'est-à-dire des brigades nigéro-maliennes, des brigades burkinabo-nigériennes, pour que les armées travaillent ensemble et il y ait une interopérabilité entre les moyens qu'ils ont. En ce moment-là, si on ajoute cela aux questions du développement, aux questions de gouvernance, parce que il faut le rappeler et insister là-dessus, la réponse militaire et sécuritaire ne peut pas à elle seule suffire. Il faut que l'aspect développement, il faut que l'aspect gouvernance, il faut que l'aspect cohésion sociale soit intégré dans une réponse holistique qui permette à ce pays de relever le défi sécuritaire et d'attaquer les questions du développement. Parce que la chose la plus importante pour ces pays, c'est la sécurité, mais aussi c'est le développement, c'est l'école, c'est la santé, et tout ça ne peut se faire dans un contexte de guerre. Justement, parlant du défi sécuritaire, peut-on parler d'une défection de l'Alliance des États du Sahel? Si oui, cela risque-t-il de leur perdre du poids et du crédit sur le plan régional et international? Oui, il y a une volonté aujourd'hui de construire une réponse commune. Et cette volonté, elle va au-delà de la simple question militaire. L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, a une diplomatie commune à intégrer à un projet de développement commun. Ça va lui permettre d'avoir, d'abord sur la scène internationale, plus de visibilité, plus de poids que si les pays faisaient travailler isolement. C'est-à-dire le Burkina, plus isolement, ne pèse pas autant que l'Alliance du Sahel, le Niger, plus isolement. Mais le fait que ces trois pays se soient mis ensemble, ça va leur permettre d'avoir un poids dans la scène régionale, dans la scène africaine et dans la scène internationale. Vous avez vu la dernière fois, lorsque il y a eu un début d'implication de l'Ukraine dans la guerre au Sahel, c'est les trois pays qui ont ensemble saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies et leur demande a eu beaucoup plus d'écho que si c'était un pays qui le faisait. Et de ce point de vue, il faut espérer que cette alliance évolue parce que l'un des axes le plus important de cette alliance, c'est d'abord compter sur soi-même avant de compter sur l'extérieur et aussi avoir la souveraineté sur le plan sécuritaire et la souveraineté sur le plan diplomatique. Mettre fin à ce qu'on a connu jusqu'ici, qui est la diplomatie verticale avec certains partenaires. Ces pays, aujourd'hui, exigent d'être respectés dans leurs relations, dans leur coopération. Et à mon avis, c'est un changement de paradigme qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention dans les prochaines années, dans les prochaines semaines. Très bien. Hormis le défi sécuritaire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger envisagent d'autres projets, notamment politiques et économiques, comme la création d'un passeport biométrique et d'une monnaie commune. Quel est l'avenir pour les ambitions de l'Alliance des États du Sahel face à ce défi sécuritaire persistant? Non, c'est absolument important que ces pays puissent au moins relever le défi sécuritaire.
Cette insécurité a mis du temps, sa solution prendra du temps, mais il faut déjà espérer que un jour viendra où elle prendra fin parce que ce qui a manqué ici, c'est le travail en commun. Et avec l'Alliance du Sahel, on sent qu'il y a une volonté de travailler en commun. Mais il faut aussi que la communauté internationale apporte la même attention au Sahel qu'elle apporte au Proche-Orient ou pendant la guerre avec la Russie. Aujourd'hui, les projecteurs sont orientés vers d'autres théâtres. On oublie un peu le Sahel. Donc, il faut le soutien de la communauté internationale pour permettre à ces pays de régler la question sécuritaire et de pouvoir avancer sur les autres aspects. Le passeport biométrique vise à assurer la libre circulation des personnes et des biens, qui est une étape importante dans l'intégration. Ensuite, construire des projets communs, des projets structurants sur le plan des structures, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, sur le plan social. Et à mon avis, si ces pays aujourd'hui, avec la volonté qu'ils ont, celle de compter sur soi-même, avec la philosophie qu'ils ont mise en avant, avec la volonté de travailler ensemble, sont soutenus par des investisseurs importants, il y a un espoir que le Sahel ne soit plus le même dans quelques années, que le Sahel soit aussi une zone de prospérité, une zone où on peut vivre ensemble, une zone qui va enlever à ses enfants la volonté de s'expatrier parce que, comme vous savez, aujourd'hui, dans certains pays du Sahel, les jeunes ne rêvent que de s'expatrier, souvent y compris au péril de leur vie, en passant par la Libye, en essayant de prendre les océans. Si aujourd'hui on aide les pays de l'Alliance du Sahel à faire un travail conséquent, à ramener la sécurité, à développer la région avec des projets structurants, avec un soutien international massif, je pense que ça retrouvera la prospérité et on retrouvera le Sahel qu'on a connu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Sédik Abba, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Merci à vous.